Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Bon, je suis désolé, je suis pas coiffé, hein, mais j'ai fait vite fait, hein, donc fallait filmer. Aujourd'hui, donc nouvelle vidéo. On va voir ceci. C'est une alimentation à découpage. Tout ce qu'il y a de plus classique. Il manque un circuit intégré, le U1. Je vous le fais voir de près. 4 pattes, 4 pins. Donc, on va découvrir comment c'est conçu, mais toutes les alimentations à découpage sont conçues un peu identiquement, pareil quoi en fait. Alors, avant de commencer, je m'en remets à vous, petit pouce comme d'habitude, plus il y aura de vues, plus la vidéo sera diffusée par YouTube. N'hésitez pas non plus le petit commentaire, alors que ça soit une question sur comment ça fonctionne, une question sur comment on teste tel composant, une question sur quelle panne je peux avoir suivant ce que je trouve en composant HS, s'il y a autre chose à tester ou autre. N'hésitez pas à le mettre dans vos questions. Ça, j'essaye de répondre à tout le monde. Parfois, je ne vois pas les messages parce qu'il y a certains qui sont passés automatiquement par YouTube dans les spams, dans les messages indésirables. Et du coup, je ne vois pas les messages lorsque vous les publiez. Donc ça peut arriver. J'essaye d'aller voir, mais des fois, je zappe et je ne les vois pas. Pour les nouveaux qui nous découvrent, n'hésitez pas à vous inscrire à la chaîne YouTube Triac à faire. N'hésitez pas non plus à partager les vidéos, puisque plus elles seront partagées, alors ça peut être partagé sur tous les réseaux sociaux, hein, Facebook, Twitter ou autres, n'hésitez pas. Ça fera plus de vues encore pour cette vidéo. Bon, alors voici le schéma de la carte. Je vais zoomer pour voir mieux quand même. Hop. On commence ici avec le 220. Ça, c'est la Terre. Vous voyez, c'est pas le même symbole que mon GND du primaire. Et ce n'est pas le même symbole non plus que le GND de l'alimentation secondaire. Les symboles sont différents. Donc on passe par un premier fusible. Le fusible, il se trouve juste ici, c'est un petit fusible en verre. Ensuite, on a une résistance en parallèle d'un condensateur de filtrage. Donc ça, c'est pour éliminer certaines fréquences qui pourraient se répercuter sur le réseau du 220. Vu qu'une alimentation, on va avoir des autres fréquences, des fréquences hautes. Et du coup, pour éviter que ça se répercute sur les prises électriques, on utilise un filtrage. Avec la double self également. Ça en fait partie. Donc ça, c'est pour une alimentation qui est à peu près correcte, assez bien construite. C'est pas une alimentation bas de gamme comme on peut trouver, où là, il y a absence de filtrage totalement. Ensuite, on a redressement, comme d'habitude, avec un pont diode. KBP 206, donc c'est du 2 ampères en 600 volts, que peut supporter le pont diode. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il y a 600 volts à ces bornes. On est à 220 volts ici en AC. On est ici, ou même là, hein, en 318 volts à peu près. 319. Continue. Là, on est en DC par contre. Ici, on a une thermistance. C'est celle-ci. Donc elle, si jamais il y a un court-circuit, elle va être cramée. Hein. S'il y a un court-circuit dans l'alimentation. Ça sert de protection. Ensuite, on a le lissage. 47 microfarads, 400 volts. Donc là, je ne veux pas revenir sur le 50 Hz avec la petite vague. Ensuite, le redressement, ce que ça donne à l'oxylo, etc. Puisque ça, on l'a déjà vu dans beaucoup de vidéos. Et c'est tout le temps la même chose. Donc ensuite, on va avoir le transformateur, donc mon bobinage primaire, avec un deuxième bobinage qui se trouve également dans la partie primaire de l'alimentation.
Sauf que lui, c'est un secondaire qu'on retrouve du côté primaire. Ne cherchez pas plus loin, hein, c'est comme ça. Donc au début, j'ai un circuit intégré ici, en 4 pattes, 4 pins. Si vous préférez, il est là. La patte numéro 1, c'est la patte qui se trouve le plus à gauche, ici. On n'arrive pas à bien zoomer. Aujourd'hui, je vous mets à contribution. Je vous demande de me trouver la référence de U1, le circuit intégré. Tout simplement parce que j'ai retrouvé cette alimentation dans tout mon bazar. Seulement, la personne avant avait enlevé le circuit intégré U1. Et bien sûr, je n'ai plus le dissipateur, donc ça se retrouve. Mais par contre, je ne retrouve pas la référence de U1. Donc si vous connaissez, dites-le dans les commentaires. Dans ce circuit intégré U1, le MOSFET est intégré. Donc en fait, je vais dessiner comme ça parce que c'est pas facile. Drain source. Comme ça, hop. Là c'est la source. Le drain et on a la guette hein, pour la commande. Donc au démarrage, mon alimentation là, elle est bloquée. Hein. Il y a rien qui circule. Le bobinage qui arrive sur le drain ne ressort pas par la source. Pour l'instant, c'est bloqué. Le circuit intégré a besoin au démarrage de l'alimentation d'avoir une tension à ses bornes en pin 3. Du coup, on va utiliser une résistance R2 de 240 kΩ en 1 watt. Donc je passe par la résistance et je viens alimenter mon circuit intégré U1. À partir de là, mon circuit intégré U1 va envoyer une impulsion sur la guette de mon MOSFET qui est intégré. Du coup, le 318 volts qui arrive ici dans le bobinage, il ressort ici. Il arrive sur le drain. Comme le MOSFET est commandé, eh ben, je ressors par la source pour aller au GND primaire. Donc là, j'envoie une première impulsion. Je vais recevoir une impulsion ici et une impulsion ici. Donc, ici, je vais passer par une résistance de très faible valeur, 20 ohms à quart de watt, suivi d'une diode de redressement pour redresser la tension que je vais avoir ici. Ensuite, un petit lissage avec le condensateur C2, 47 microfarads. Et je viens à nouveau alimenter en pin 3 mon circuit intégré. Du coup, je recommande à nouveau mon MOSFET. Je renvoie une autre impulsion dans le bobinage. Et du coup, je renvoie également impulsion ici, impulsion ici. C'est une tension que je vais retrouver ici. Du coup, rebolote, redressement, lissage, je viens ralimenter mon circuit U1. Donc un transformateur c'est magnétique, hein, j'envoie un champ magnétique. Je le retrouve ici. Donc pareil, redressement. Donc là on va redresser ici, entre ce point-là et ce point-là. Et entre ce point-là et ce point-là. Du coup on va utiliser une double diode d'endressement. La double diode, voilà, elle se trouve fixée sur le dissipateur thermique. Je sais pas si on va bien voir. Je peux pas. La patte du milieu, en fait. Patte du milieu, c'est ce qu'on retrouve ici. Ce sont les deux cathodes communes de mes diodes. Ensuite, je vais avoir C8 pour le lissage de ma tension. Je tourne légèrement, voilà. Ici, j'ai une résistance de 680 ohms à watts qui, elle, sert à consommer un courant pour que l'alimentation ne soit jamais à vide. Si jamais je ne branche rien sur le 14 volts, mon alimentation va quand même consommer. Ce qui permet de renvoyer ensuite, quand je vais avoir redressé, lissé ma tension,
sortir du plus 14 volts, mais je vais également revenir ici dans une résistance de 680 ohms dans l'anode de la petite LED qui est intégrée dans l'optocoupleur. Ensuite, ma tension va également arriver là sur un ensemble de résistances pour commander ma diode Zener programmable, le TL431. Donc ça, on le retrouve dans presque toutes les alimentations. Dans notre cas, c'est le petit composant que vous avez ici en boîtier noir. C'est une diode Zener programmable. Donc du coup, je vais passer par la cathode, bien sûr, aller sur ma cathode de ma diode Zener pour retourner ensuite au GND. Secondaire cette fois-ci. Donc si la petite LED à l'intérieur émet une lumière, j'ai ensuite mon phototransistor qui est intégré à l'optocoupleur, qui lui va commander mon transistor. Il va devenir passant, enfin c'est un phototransistor. Du coup, ce que j'ai ici en tension sur la pin 4 de mon circuit intégré va passer par le collecteur, ressortir par l'émetteur pour retourner au GND primaire cette fois-ci. C'est le primaire de l'alimentation. Donc grâce à ça, je vais dire au circuit intégré, envoie plus de sauce ou envoie moins de sauce, ou alors l'alimentation en sortie est bonne. Donc lui, il va savoir où j'en suis sur les secondaires en fait. Ça permet de faire une contre-réaction et de toujours avoir ma tension ici de plus 14 volts. Puisque si je renvoie rien ici, pin 4 et pin 3 de mon optocoupleur, et bien le circuit intégré, lui, il va plus fonctionner. S'il fonctionne plus, j'aurai plus de tension ici. Pareil, si j'ai un souci de régulation entre soit une résistance, soit le TL431 ou l'optocoupleur ici qui est défectueux, eh bien je risque de péter mon alimentation. Puisque je vais avoir une mauvaise information qui va revenir sur la pin 4. Sur cette alimentation, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a aucun composant CMS. En dessous, c'est uniquement des soudures. Donc, elle est facilement réparable à condition de connaître la valeur. Ensuite, il y a une chose que je n'ai pas parlé. Ce 14 volts que je retrouve ici, j'ai une résistance de 2 kΩ en 1/8 de watt qui va servir à limiter le courant qui va circuler dans ma petite LED ici, la petite LED rouge. Donc on retrouve ça juste ici. La résistance, tout petit, sur la vidéo on pourrait croire que c'est un quart de watt, mais non, c'est une 1/8. Et la petite LED rouge. Donc je vais passer par la résistance, ensuite arriver dans l'anode, ressortir par la cathode pour retourner au GND secondaire de l'alimentation. Donc on reconnaît que c'est une petite LED grâce à la petite flèche qui sort ici, qu'on en aperçoit. Ensuite, une chose que je n'ai pas parlé non plus, c'est que la résistance R1 ici et la diode D1, ça sert de filtrage dans l'alimentation. J'ai également, alors ici, R9 et le condensateur C9, c'est aussi du filtrage. Les condensateurs C8 et les deux condensateurs ici de 470 microfarads 25 volts qui sont en parallèle, ils sont branchés en parallèle, ça c'est pour lisser ma tension que je vais avoir en sortie. Si un des condensateurs ici, soit les deux, soit un seul, 470 microfarads 25 volts et HS, ou si C8 et HS, ici je vais retrouver une tension à peu près de 14 volts, mais qui va pas être droit. Je vais avoir une toute petite vague. Donc si un condensateur est HS, je vais retrouver un signal comme ceci. Au lieu d'avoir une tension droite, un peu comme cette ligne. Donc ici c'est le 0 volt hein, dans notre cas. Et ici on atteint le 16 volts. Ça c'est un mauvais lissage. Pareil, si la valeur des condensateurs n'est pas bien dimensionnée, on va avoir ceci. Et nous ce que l'on veut,
c'est une tension bien contenue comme celle-là. Donc là, on voit bien que c'est droit, c'est parfait. Donc ça, c'est ce qu'on va obtenir sur un oscilloscope lorsque je vais venir mettre ma sonde ici, sur le plus 14 volts et le GND secondaire de l'alimentation. C'est pareil, si jamais vous devez remplacer les condensateurs, qu'à la place du 1000 microfarad, je mets par exemple un 100 microfarad par exemple à la place, eh bien le lissage ne va plus être parfait. Donc je redescends un peu la feuille, je fais du bruit. Le lissage ne va plus être parfait comme ceci, je vais être dans ce cas-ci. Et du coup, ce que je vais brancher sur l'alimentation, eh bien, ça va soit pas fonctionner, soit ça va mal fonctionner à cause du lissage de ma tension qui n'est pas parfait. Alors, ce que je vous parle ici, c'est valable dans tous les appareils. Vous pouvez avoir ce cas de figure dans les télé LCD, par exemple, avec un condensateur qui est bombé sur le dessus. Donc là, c'est qu'il est vraiment HS, et je vais avoir une tension comme ça. Si j'ai un condensateur HS, il peut aussi couler par en dessous. Donc ça, on le voit pas trop. On le voit pas trop. Il faut enlever le condensateur pour pouvoir le voir. Ou alors, il peut être sec à l'intérieur. On a une matière liquide à l'intérieur. Et avec le temps, ça a tendance à sécher. C'est pour ça que dans les amplis hi-fi, par exemple, si le STK est HS, on va également changer les deux gros condensateurs d'alimentation. Alors ça peut être du 3300 microfarad jusqu'à 6800 microfarad ou même 10 000 microfarad. Donc ça, on les change parce qu'ils ont tendance à être secs. Surtout au bout de 20 ans, même s'ils n'ont pas fonctionné pendant 3 ans ou 4 ans, eh bien le condensateur va être sec dedans et je vais avoir un mauvais lissage. Une mauvaise tension, c'est ce que j'allais dire. Mais c'est un mauvais lissage de ma tension. Je vais profiter d'avoir la carte là et le schéma pour revoir un peu avec vous les différentes mesures à faire sur une alimentation. Donc pour commencer, pour faire toute mesure, il nous faut un multimètre. Donc voici un multimètre classique. Celui-là, il a des calibres. Vous voyez que pour les résistances, on a calibre 200 ohms, 2 kΩ, 20 kg, 200 kg, etc. Pour les tensions, pareil, 2 volts, 20 volts, 200, etc. Il faut donc choisir le calibre. J'ai pris ce multimètre pour aussi vous parler d'une chose, c'est que ici, à cet endroit-là, lorsqu'une alimentation est en panne et qu'on veut mesurer la tension ici que j'ai en continu, donc sur le condensateur 47 microfarad 400 volts, donc c'est le gros qui est ici, on peut prendre la mesure directement là et là. Ici, vous avez le plus et vous avez le moins qui est indiqué sur le condensateur. Donc, il n'y a pas à se tromper. Donc ça, c'est en admettant que le fusible, ici, ne soit pas claqué. Et que l'alimentation puisse quand même se brancher sans qu'un composant éclate. Donc, je vais vérifier ici que j'ai 400 volts. Eh bien, je ne pourrai pas utiliser ce multimètre. Puisque tension continue, c'est ici. Alors, je ne sais pas si on voit bien. Voilà. Un V avec un grand trait et 3 points en dessous. Ça, c'est le DC, continu. Et de ce côté-ci, vous avez tension alternative avec une petite vague. Ça, c'est le AC. Donc, ce multimètre-là, si je veux mesurer la tension sur le condensateur, je ne pourrais pas l'utiliser. Il faut que je prenne un autre multimètre. Parce que si vous le mettez dessus, eh bien, le multimètre, lui, il va cramer. Ça serait dommage. Une mesure que l'on peut faire quand même, c'est vérifier par exemple que j'ai bien du jus sur ma prise électrique. Donc là, je vais prendre mon multimètre. Pour toutes les mesures, je vais mettre le fil noir sur le COM de mon multimètre. Et ensuite, le fil rouge, je vais le mettre ici. Alors vous voyez, c'est écrit volt. Il y a le symbole de l'ohm. Milliampères, ça c'est pour les petits courants, mais ça on ne les teste pas. Pas dans notre cas. Donc, il faut mettre le fil rouge ici. Voilà, j'ai mon alimentation, je la branche. Celle-ci ou une autre alim, c'est pareil.
je n'ai aucune tension ici. Enfin, il n'y a pas de LED qui s'allume, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien qui fume. Et ben là, pour commencer, je vais devoir mesurer la tension en AC. Par exemple, ici sur le pont de diode. Ou alors ici, comme vous voulez. Je veux savoir si j'ai le 230 volts qui arrive bien sur l'alimentation, puisque moi j'ai branché et il n'y a rien qui se passe. Donc je vais choisir le calibre 250 volts, mais AC. Ensuite, je vais prendre mon multimètre. Je vais prendre mon alimentation comme ceci. Je repère où arrive le 220. Alors je mesure ici et ici dans mon cas. Là j'ai 0 parce que c'est pas branché sur la prise électrique. Et du coup, si j'ai la tension, ça veut dire que la tension arrive bien dessus. Il n'y a pas de souci avec le câble, il n'y a pas de souci avec la prise, rien du tout. J'ai mesuré également ici. J'ai pas de tension. Admettons. Ici, j'ai pas le 220 volts qui arrive. Donc là, problème. Dans mon cas, ça peut être le fusible qui HS. Alors pour tester le fusible et déjà le repérer sur la carte, le fusible dans notre cas il est juste ici. C'est un petit fusible en verre. Je retourne la carte, je regarde où sont les points. Donc là je me permets de toucher parce que ma carte n'est pas branchée et le condensateur là il est déchargé. Parce que si vous mettez le doigt sur ici, vous allez le sentir passer. Pour le fusible et toutes les mesures qu'on va faire maintenant, je débranche la prise électrique. Il n'y a plus rien qui arrive. La carte doit être seule en fait. Donc je repère où est mon fusible et là je vais choisir le calibre diode et le calibre bip. Dans mon cas c'est le même calibre. Voilà. Si vous touchez les pointes de touche, vous voyez que ça sonne et on se rapproche de 0 au niveau de la valeur. On est à 0,04. Donc là c'est bon, ça fonctionne. Je regarde où est le fusible. Ah, ça sonne, et puis je suis à 0,3. Ça veut dire que mon fusible, il est bon. Donc ici, moi, je vais avoir le 220. Si jamais le fusible ne sonne pas, c'est qu'il est HS, et c'est pour ça que vous n'avez pas le 220 ici. Ensuite, on va mesurer, il y a un pont de diode ici. Donc, je choisis toujours le calibre diode. Je vais faire un petit zoom, si je peux, sur mon pont de diode. Ici, j'ai un pont de diode. Ici, là. Si je retourne, je vois que j'ai le 220 volts qui arrive sur les deux pattes du milieu. Excusez-moi, vous voyez rien. Les deux pattes du milieu. Et ensuite, plus et moins, ça va être de chaque côté du pont de diode. Déjà, je sais que c'est comme ça. Je sais également que le plus, vous voyez, il est ici sur le condensateur. Et avant, on a une thermistance, la NTC1. Donc si je sais que le plus du pont de diode, il est là. Moi, j'ai un pont de diode sur la carte. Mais vous pouvez avoir un pont de diode avec 4 diodes qui sont insérés sur la carte. On va avoir par exemple un N4007. Donc pour tester, c'est très simple. Je prends le fil rouge sur l'anode de la petite diode ici. Et je vais venir mettre ma pointe de touche sur la cathode. Donc là, je vais obtenir une valeur. Si j'ai 0 ou si ça sonne, c'est que le pont de diode, il est HS. Sinon, je vais avoir une tension entre 0,5 et 0,7 volts à cet endroit-là. Certains multimètres vont afficher 0,7 ou alors certains multimètres vont afficher par exemple 752, ça veut dire 0,7. C'est l'affichage qui change, mais la valeur reste la même. Donc là, hop, j'ai dit que je me mettais sur le plus la cathode. Donc je prends le plus avec la pointe de touche noire. Je prends une des pattes du milieu et le mien, vous voyez, il affiche 772. Ça veut dire que c'est du 0,5 volts. Donc ça, c'est bon. L'autre côté,
c'est bon également, puisque vous voyez, là, c'est deux cathodes qui sont reliées ensemble. Et là, j'ai une autre anode. Donc, le 220, il arrive ici. Après, je veux tester le reste, là. Les deux diodes ici. Donc, il va falloir que je mette ma pointe de touche sur le moins. Donc, dans mon cas, le moins, il va être ici. Sur le point de diode. Et je vais tester avec la pointe de touche noire ici. Et ensuite, ici pour l'autre diode. Donc, je mets ma pointe de touche rouge sur le moins. Et je vais tester avec patte du milieu. Donc là, je suis à 0,5 volts. L'autre patte à côté, 0,5 volts. Et si je touche entre le plus et moins, dans mon cas, je n'ai rien du tout entre le plus et moins. Vous voyez, ça affiche 1333, donc ça veut dire que je n'ai rien du tout. Il n'y a pas de court-circuit ici. Ouais, déjà, c'est bien. Ensuite, je vais vouloir tester ma NTC1. Ma thermistance que j'ai ici. Elle sert à protéger contre un fort courant, on va dire. Elle va se couper si jamais il y a un souci, un court-circuit ici. Donc, je me mets en calibre soit bip, comme tout de suite on est. Voilà, je vais remonter le multimètre. Je vais tester entre ces bornes, ça sonne. Je vais aussi choisir une autre mesure, c'est l'ohm. Vous voyez, ici c'est 200, 2 kg, 20 kg, 200 kg. Donc, je me mets sur le calibre 200. Pour 200 ohms. Et ça ne veut pas dire que je vais avoir 200 ohms à ces bornes. Je remonte un peu. Je teste ma thermistance. Je suis à 10 ohms. 10 ohms, ça veut dire que la thermistance ici, elle est bonne. Donc jusque là, ça veut dire que si je teste avec un autre multimètre, bien sûr, en tension continue, ici, je dois avoir mon 310 volts. C'est obligé puisque mon fusible est bon. Double self, ça on n'a pas testé. Double self, quand vous testez d'un point là à un point là, ça doit sonner comme dans mon cas. Si ça sonne pas, c'est-à-dire que la self est coupée. Donc si elle est coupée, il faut la changer, bien sûr. Donc là, dans mon cas, fusible bon, pont de diode bon, thermistance bonne. Donc ça veut dire obligatoirement ici, j'ai du 310 volts qui arrive. Alors si ça démarre toujours pas, vous voyez ici que j'ai une résistance pour le démarrage, la R2, qui est marquée comme 240 kΩ, 1 watt. Donc là, je reprends mon multimètre et je vais me mettre sur mégasohm, 2 mégas. Puisque 200 kΩ, c'est plus petit que les 240 que je dois avoir. 240 kg. Donc je prends 2 mégaohms. Hop. Je repère la résistance R2. R2, elle est où? R1. R2, elle est juste en face le gros condensateur. Donc je repère comment c'est branché. Et là, tiens, c'est bizarre, je suis à 0,160 et ça fait que de monter. Vous voyez, ça augmente sans arrêt. C'est dû en fait au condensateur qui est soudé en plus, ici. Bah oui, parce qu'il se charge et se décharge un condensateur. Du coup, la valeur, elle va changer ici. Donc là, dans mon cas, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est dessouder un côté de ma résistance. Je les soude par exemple ici, ou ici, comme vous voulez. Vous soulevez la résistance pour piquer touche de cuivre ici. Parce que ici, c'est du cuivre, hein, les pistes. Et ensuite, on refait la mesure. Donc, on soulève une patte et on mesure la résistance. Si la valeur est bonne, alors je peux être par exemple à 220 kΩ, hein, il y a certains multimètres qui vont afficher ça, et ben la résistance est bonne. Donc là, je la ressoude ou je l'ai dessoudée, enfin je la remets, je la renfonce dans le trou qui est sur la carte et je refais la soudure après. Si elle est bonne, je poursuis à savoir pourquoi ça démarre pas mon alimentation. Je vais revenir après ici, hein, dans la partie primaire. Je vais attaquer le secondaire quand même parce que c'est une des pannes qui revient assez régulièrement. Cette double diode ici,
qui est HS. Donc, on voit que cette diode, double diode, en Bocchetto 220, il y a 3 pattes. 1, 2 et 3. Je vais me mettre en mode diode. Donc, je choisis le calibre. Je mets le multimètre. Oui, mais vous voyez plus rien là. Je vais mettre ma pointe de touche rouge sur l'anode. Et je vais mettre ma pointe de touche noire sur la cathode. C'est 2 cathodes qui sont reliées ensemble. Donc là, je vais tester la première diode qui est dans la double diode. Et ensuite, je vais laisser ma pointe de touche noire ici. Et je vais venir mettre sur la 3e patte. Pour tester la 2e diode qui est dedans. En général, certaines alimentations, les 2 anodes sont reliées ensemble. Là, dans notre cas, on a 2 bobinages différents. Mais comme si je me mets en mode bip bip, si je touche entre ici et ici, ça va sonner comme si j'avais un court-circuit. Je le fais devant vous. Primaire, c'est là, donc maintenant je le mets de ce côté-là. Voilà, je le remets normalement. Si je teste les bobinages de mon transformateur, je me mets dessus et ça sonne, ce qui est normal, vu que c'est uniquement du cuivre. Ensuite, ma double diode, donc on voit pin 1, pin 2, pin 3. Il y a 3 pattes. En plus dessus, c'est indiqué. Je prends pin 1 de ma double diode et la pin 2 avec la noire. Et vous voyez, c'est bizarre, j'obtiens 0,177. Et de l'autre côté, j'ai combien? 0,177 aussi. C'est bizarre. C'est tout simplement parce que cette diode-là, c'est pas une diode classique comme on peut retrouver dans le primaire de l'alimentation. C'est une diode double, mais dite Schottky. J'arrive pas à le prononcer très bien. C'est en fait une diode rapide, parce qu'on a des diodes lentes, comme le 1N4007 ou les diodes comprises dans les ponts de diode. Ça, c'est de la diode lente. Et ça, c'est une diode rapide. Elle redresse plus vite, on va dire. Pour que vous compreniez mieux. C'est pour ça que j'obtiens 0,178. Donc là, je peux en déduire que ma double diode est bonne. Si jamais ça sonne entre ici et ici, si vous avez le moindre doute, il va falloir dessouder la double diode, par en dessous bien sûr, l'enlever. Vous mettez la double diode ici, point de touche rouge sur la pin 1, point de touche noire sur la pin 2. Là, si ça sonne ou si ça vous affiche 0 ou une valeur proche de 0, c'est que la double diode, elle est HS et qu'il faut la changer. Ensuite, admettons qu'ici, ça sonne pas. J'ai une bonne valeur, comme là tout à l'heure, 0,17, c'est très bien. Je vais laisser la pointe de touche noire sur la pin 2 et je vais prendre la pointe de touche rouge et la mettre ensuite sur la pin 3 pour vérifier les 2 diodes qu'il y a dedans. Ensuite, si jamais j'ai trouvé qu'elle était HS, je la change. Si je la change, logiquement après, quand vous allez rebrancher l'alimentation, eh bien là, vous allez obtenir votre tension en sortie. Et l'alimentation, bien sûr, elle démarre. Si la double diode, elle est bonne, vous avez les condensateurs ici de lissage qu'il faut tester au capacimètre ou les changer directement, comme vous voulez. De toute façon, souvent de les changer, ça leur fait que du bien, même si à la base, on avait encore une bonne valeur. Des fois, c'est préférable de les changer, surtout si l'alimentation a quelques années. Pareil pour celui-ci, le C2, là, celui de démarrage, pensez à le changer, lui. Il a tendance à être sec à l'intérieur et a pu faire sa bonne valeur, en fait. Alors, il y a un truc que je vais pas parler aussi. Un truc. Vous voyez ici, vous avez 2 résistances, R4 et R10, qui sont mises en parallèle. Elles sont l'une en parallèle de l'autre et reliées ensemble des 2 côtés. Si je mesure 2,2 kg par 2,2 kg, eh bien on va diviser la valeur.
C'est ce qu'on fait lorsqu'on a besoin de mettre des petites résistances au niveau de la puissance. On en met 2 en parallèle pour faire la bonne valeur que l'on souhaite en ohms. Et là, 1/8 par 1/8, on peut supposer qu'on va être à peu près à 1/4 de watt. Ça évite de mettre une plus grosse résistance, on met 2 petites. J'aime pas trop ce principe. Mais... Enfin bref, ça c'est juste mon point de vue. On a tous des points de vue différents. Je vais mesurer ici. Donc là, 2,2 kg en parallèle de 2,2 kg, je dois obtenir 1,2 kg à peu près. C'est la moitié, ou 1,1. Je prends mon multimètre, résistance. Je vais me mettre sur le calibre 20 kΩ. Ça me paraît très bien. Je prends ma carte. Je repère où sont les résistances. Donc là, dans notre cas, c'est ici. Donc on avait dit soit R4, soit R10, vu qu'elles sont en parallèle. Alors je vais prendre, par exemple, R4. Je me mets sur R4. Il n'y a pas de sens de branchement, donc on peut mettre d'un sens ou d'un autre. Et ça écrit 1,11. Il y a une virgule, je ne sais pas si vous voyez bien, je vais mettre le multimètre comme ça. Là, vous allez mieux voir, voilà. Hop, R4. 1,11 kg. Après, ça affiche 0, c'est parce que j'ai touché les points de touche. Donc là, on a testé ça. Si ça démarre toujours pas, on peut avoir un souci de régulation aussi. Donc, il y a la diode ici Zener. Elle est souvent en défaut. Et l'optocoupleur ici aussi, qui peut être en défaut. Ensuite, eh bien, si la lime, tout est bon, ne démarre pas, on va supposer que c'est lui U1 qui est en défaut. Il faudra le changer. Maintenant, supposons, c'est différent. Je n'ai aucune tension ici. Ici, mon fusible FS1, il est pété, il est HS. Ici, la NTC1, elle peut être soit HS, soit encore bonne, mais en général, elle est HS, elle se coupe. On n'a aucune valeur dessus. Le pont de diode, des fois, peut être sauté ou des fois pas sauté, ça dépend. Des fois, on peut avoir une seule diode qui est sautée dedans. Donc là, on va changer soit le pont de diode, ou soit les 4 diodes. Puisque si on n'en a qu'une qui est HS et que les autres sont bonnes, elles ont pu dérouiller et dans le temps claquer. Donc on va changer les 4 directement. C'est pas pour le prix que ça coûte, hein. C'est dérisoire le coût de 4 diodes. Même les petits ponts de diode comme ça, c'est dérisoire. S'il est bon, bien sûr, je ne vais pas le changer. Je ne vais pas m'amuser à le changer. La NTC1, si elle est bonne, je la laisse. Si elle n'est pas bonne ou si elle a des traces suspectes dessus, c'est-à-dire qu'elle a chauffé, il vaut mieux la changer. Ensuite, si ça a sauté, ça veut dire que lui, là, le U1, il est HS. Donc d'office, il va falloir le commander et le changer. D'office. On va tester bien sûr la diode ici aussi des deux. La résistance de 20 ohms qu'on a ici pour R3, ça on va les tester. On va tester également la diode D1, pour voir si elle est bonne. Souvent, on a ici en parallèle un condensateur céramique bleu. Alors, je vous en fais voir un, mais par exemple, ici, à côté de la LED, vous avez un petit condensateur céramique bleu. Alors, lui, s'il est HS, vous allez le mesurer et vous allez trouver soit un court-circuit à ses bornes, c'est souvent le cas, et vous allez avoir un point noir dessus, sur le bleu. Sur le condensateur bleu, vous allez avoir un beau petit point bleu noir, ça veut dire qu'il a cramé. Donc lui, il faudra le changer, et c'est sûrement ce condensateur qui a fait claquer l'alimentation. Quand on cherche, qu'est-ce qui a pu provoquer ça? Donc ça, il faut y faire attention. Là, dans notre cas, on n'en a pas. Donc inutile de vouloir le changer. S'il n'y en a pas, on ne le change pas. J'ai pris par habitude, lorsque je répare une alimentation à découpage, pour faire une économie de temps, parce que c'est pas pour le coup que ça vaut, hein, je change d'office l'optocoupleur, d'office. Je cherche pas à voir s'il est bon ou quoi, je le change. Et parfois même, je change aussi le TL431, même s'il paraît bon.
Je vais pas perdre de temps, parce que si jamais je mesure qu'il est à peu près bon, qu'il est bon, je remets sous tension, et qu'en fait, il y avait un des deux qui avait un petit souci, eh bien, si j'ai un souci dans la régulation, je vais répéter le primaire. Donc ça va dégager à nouveau, et je vais perdre beaucoup plus de temps à retester chaque composant un par un et les changer une deuxième fois. Donc moi, d'office, je change. Pour un réparateur dans un devis, peut-être que ça peut coûter quelques euros. Si vous achetez et que vous faites vous-même la réparation, un seul optocoupleur et un seul TL431, vous en avez peut-être pour 1 euro les deux. Quand je parle comme ça, je n'incite pas les gens à faire eux-mêmes. Ceux qui ne savent pas, ceux qui ont peur du courant, ceux qui savent que c'est risqué de réparer eux-mêmes l'alimentation, puisqu'il faut penser que si jamais lui il est HS, qu'il y a une résistance de sécurité entre les deux qui est coupée, et que le condensateur ici 47 micros, il reste chargé, certains peuvent se prendre une décharge électrique en touchant côté primaire. Donc ça peut rester dangereux quand même de toucher à ça. Si vous en sentez pas capable de le faire, passez par un professionnel, allez dans des ateliers. Il y a de très bons techniciens. Bon, je peux pas donner de nom parce que je connais pas tous les techniciens dans toutes les régions, mais on a encore de bons techniciens et eux, ils vont savoir vous réparer l'alimentation. Ce qui peut coûter cher dans une réparation, c'est aussi la main-d'œuvre pour réparer. Il ne faut pas croire que les techniciens qui prennent 50 € de l'heure soient riches, ce n'est pas vrai du tout. Quand on est à son compte ou qu'on travaille pour une entreprise, il y a énormément de frais, donc on paye des frais au niveau des impôts. On a le local souvent qu'il faut soit acheter, soit louer, donc il faut payer. L'électricité, tout ça, c'est un coût énorme. Il ne faut pas croire que en faisant un devis très élevé, que le technicien gagne beaucoup. C'est pas vrai du tout. Donc là, on a testé un peu les composants sur cette carte. Donc j'espère que maintenant, vous allez savoir le faire. Sous la vidéo, vous avez une rubrique, c'est marqué description. Si vous cliquez dessus, vous aurez accès au lien que je vais mettre en ligne pour avoir le schéma en PDF de cette alimentation. Donc c'est le schéma que j'ai fait à partir de l'alimentation. Et je mettrai également un lien pour notre forum électronique Triac à faire. Donc c'est un forum qui est gratuit, même si sur le site, notre hébergeur demande tout le temps de l'argent, demande à ce qu'on paye. Je recommande à tout le monde de ne surtout pas payer. Bon alors j'espère que vous avez aimé cette vidéo, que vous avez encore appris. Alors ces vidéos sont surtout faites pour les débutants, mais peuvent également servir même pour un professionnel en électronique. On apprend toujours quelque chose. Alors j'espère que vous allez pouvoir me trouver la valeur de ce circuit intégré U1, parce que je sais que parmi vous, il y a des grands connaisseurs qui connaissent pas mal de circuits. On peut trouver sur Google, j'ai cherché et j'ai pas réussi à trouver. Donc si vous trouvez, ça me permettra de réparer cette alimentation. Donc je pense que ça serait un plus. Ça ferait une alimentation en plus de sauver plutôt que de finir soit en pièces détachées, donc c'est ce qui peut se passer, ou alors finir à la poubelle. C'est une carte électronique qui peut finir à la déchetterie alors que ça peut être réparable. Donc la personne qui a enlevé le circuit intégré, je trouve que c'est dommage. Je vous dis maintenant à la prochaine pour une future vidéo. Alors soyez sages, pas trop non plus quand même. Profitez bien, passez de bons moments, parce que tant qu'on est en vie, il faut en profiter. Voilà. Allez, salut, bye bye.